Bonjour, on va s'intéresser au chapitre 4 en chimie qui va porter sur la couleur d'une solution et puis on va résumer un petit peu la loi de Beer-Lambert. Alors d'abord on va s'intéresser à une petite définition qui porte sur la différence entre pigments et colorants. Donc en fait parmi les substances qui sont colorées on va distinguer deux familles, pigments et colorants. Les pigments c'est ce qu'on utilise souvent en peinture, en cosmétique. Ce sont des substances colorées qui vont être dans un milieu, un solvant, mais les pigments ne sont pas solubles dedans. Donc on aura toujours des petits grains de matière parmi le solvant. Maintenant, si on prend les colorants, leur application c'est plutôt l'industrie alimentaire, tout ce qui est textile. La différence avec les pigments, c'est que les colorants vont eux être solubles dans le solvant qu'on va utiliser. Maintenant, sur l'origine des pigments et des colorants, l'origine ça peut être absolument naturelle, synthétique, donc construit en laboratoire, mais qui recopie en fait la molécule naturelle, ou alors artificielle, donc c'est des colorants ou pigments qui n'existent pas du tout dans la nature. Maintenant, la couleur d'une solution. Ça, c'est ce que vous avez fait déjà un petit peu en travaux pratiques. Premièrement, la lumière blanche a un spectre qui varie entre 380 nanomètres et 780 nanomètres, c'est le spectre visible, donc entre le violet et le rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une solution va apparaître colorée à condition qu'elle absorbe, qu'elle absorbe une partie du spectre. Si elle n'absorbe pas une partie de la lumière qu'elle reçoit, on verra la solution absolument incolore. Donc si elle absorbe une partie du spectre, on a une solution qui devient colorée. Alors pour savoir quelles sont les radiations qui vont être absorbées par cette solution, ce qu'on peut faire, c'est mesurer ce qu'on appelle l'absorbance avec un spectrophotomètre, ce qu'on appelait le spectrovis de Vernet, ce que vous avez utilisé en classe, ce qu'on appelle aussi, dans un terme un peu plus scientifique, un spectrophotomètre. Donc dans lequel on va placer une solution, on va envoyer une lumière blanche dans cette solution, et on va avoir donc une partie de la lumière blanche qui va être absorbée par la solution, et on va avoir le spectre d'absorbance de la solution. Donc je donne un exemple d'une solution de permanganate de potassium qui est de couleur un peu violette, violette rose. En fait on s'aperçoit que, j'ai mis juste en dessous le spectre d'absorption, on s'aperçoit que toutes les longueurs d'onde liées au vert sont absorbées par la solution. Donc il reste simplement des radiations qui sont bleues, violettes et puis rouges qui passent, et ce qui donne dans l'ensemble une coloration qui est violette. Voilà le spectre d'absorbance qui lui est associé pour toutes les longueurs d'onde, et on s'aperçoit que le pic d'absorption correspond au vert. C'est exactement ce qu'on voit sur le spectre qui était juste à côté. Voilà, maintenant les paramètres qui vont influencer la couleur d'une solution. Vous en avez vu plusieurs en expérience. D'abord le solvant. Alors si on prend des cristaux de d'iode, on s'aperçoit que si on les met dans l'eau, alors l'eau c'est pas un très bon solvant, hein. Il va falloir secouer très très fort et très longtemps pour avoir une dissolution des cristaux. Mais on va avoir une couleur qui va être légèrement marron. Maintenant si on le met dans du cyclohexane, le cyclohexane est un très très bon solvant pour le diode. On va s'apercevoir que la solution devient rouge, rose, et donc une couleur très différente selon la nature du solvant qu'on va utiliser. Maintenant le pH, vous avez étudié un petit peu les variations de couleur du BBT. Donc le BBT, c'est un indicateur coloré. Quand il est en milieu acide, on le voit de couleur jaune. Quand il est en milieu basique, on le voit de couleur bleue. Alors le BBT, c'est une substance qu'on utilise beaucoup en chimie, mais il y a des substances naturelles qu'on utilise aussi comme indicateur coloré pour les réactions acido-basiques. C'était l'exemple du chou. Alors je ne sais pas si vous avez fait l'expérience quand vous étiez peut-être à l'école primaire ou en cinquième. On prend le chou, on le fait chauffer, on récupère le jus, et on a un jus qui est légèrement violet. Et en fait, la couleur du jus de chou rouge va être modifiée en fonction des substances dans lesquelles on va le mettre, en fonction de l'acidité des substances. Et donc là, j'ai mis une photo avec presque une échelle de teinte qui présente toutes les couleurs possibles qu'on peut avoir, avec le même jus de chou rouge, mais dans des solutions qui ont des acidités différentes. Donc on a
une couleur qui est rouge pour le jus de chou rouge quand il est mélangé avec de l'acide, jusqu'à une couleur qui est verte quand c'est mélangé avec une base. Autre paramètre qui influence la couleur d'une solution, c'est la concentration de la solution. Là, vous avez un exemple très simple d'une solution de permanganate de potassium avec une échelle de teinte. Et donc, on s'aperçoit évidemment que plus la solution est concentrée, plus elle est foncée. Autre chose, dans ce chapitre sur les couleurs, on peut évidemment avoir des mélanges de couleurs. Ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir séparer les couleurs et identifier les matières colorées, donc les molécules qu'on va avoir, c'est d'utiliser une technique que vous avez déjà vue l'an passé, c'est tout simplement la chromatographie. Alors je rappelle que la chromatographie, on va avoir un éluant, donc un liquide qui va être dans le bas du récipient. On va mettre une phase fixe qui peut être un papier à chromatographie, une plaque en silice. On va déposer des taches dessus. Et ensuite, l'éluant va monter dans le papier ou sur la plaque par ce qu'on appelle la capillarité. Et cet éluant va entraîner les taches vers le haut. Et donc, comme chaque molécule a une vitesse d'entraînement différente, d'ailleurs, en plus, selon l'éluant qu'on va utiliser, mais chaque molécule va avoir sa propre vitesse d'entraînement et donc on va remonter à des hauteurs différentes. Donc sur la photo, on voit qu'on avait d'abord mis un colorant bleu qui monte plus haut que le colorant jaune. Et la dernière tâche, c'est un colorant vert où on voit bien le bleu et le jaune qui se séparent. Maintenant, la fameuse loi de Beer-Lambert. Donc, on peut l'établir déjà aussi avec un spectrophotomètre. Je reprends rapidement l'explication. On a une solution de concentration C. On envoie de la lumière blanche à l'intérieur, au travers de cette solution. Donc, je l'ai appelé sur mon schéma I0. Et puis, cette solution va absorber une partie de la lumière qui la traverse. Et on va récupérer simplement une intensité moindre de lumière, que j'appelle I à la fin. Et en fait, on va s'apercevoir que cette solution va absorber des radiations et on mesurera l'absorbance de cette solution pour la radiation qui est principalement absorbée. C'est ce qu'on appelle lambda max. Donc voilà ce fameux spectre d'absorption. Je crois que c'était pour le permanganate de potassium. On s'aperçoit que c'est la radiation verte qui est principalement absorbée. Et donc la valeur d'absorbance qu'on va utiliser par la suite, ça correspond à la valeur liée à lambda max pour le vert, c'est-à-dire à peu près 520 nanomètres. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que l'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration de la solution. Donc on va avoir A, absorbance, est égal à K, c'est un coefficient de proportionnalité, multiplié par C, qui est la concentration molaire de notre solution. Alors, A, c'est sans unité, la concentration est en mol par litre, donc forcément K est en litre par mol. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la valeur du coefficient K. D'une part, la longueur d'onde qui peuvent être absorbées, ensuite la nature de la solution. Plus l'épaisseur de la solution traversée par la lumière est importante, plus la solution va forcément absorber de la lumière. Puis aussi la température à laquelle on va placer la solution qui peut avoir une influence sur la valeur de K. Alors maintenant, une des applications qu'on peut avoir de la loi de Beer-Lambert, c'est d'arriver à faire un dosage par étalonnage. Donc faire un dosage, c'est arriver à retrouver la concentration d'une solution. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on peut préparer, pour faire notre étalonnage, c'est préparer différentes solutions dont les concentrations sont connues, différentes mais connues. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une solution dont la concentration n'est pas connue, et on va mesurer son absorbance et en déduire graphiquement sa concentration. Donc voilà la courbe d'étalonnage pour les concentrations d'une solution avec ces concentrations qui sont connues. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer pour ma solution dont la concentration est inconnue, je vais mesurer son absorbance A. Et ensuite, graphiquement, je vais en déduire la valeur de la concentration. Voilà pour aujourd'hui. Au revoir.